Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Émission numéro 17, la réécriture de la déclaration de copropriété. Un sujet très sexy, n'est-ce pas? Nous en parlions justement avant que l'émission commence. C'est pas ce qu'il y a de plus voyant. Hein? Alors, on sait que les choses voyantes, les choses non voyantes en copropriété sont souvent négligées, laissées de côté. C'est plus sexy de rénover son hall d'entrée que de réécrire sa déclaration de copropriété. Surtout que c'est pas donné quand même. Ça coûte un certain montant, mais c'est tellement essentiel. La base d'une copropriété, c'est le fondement même. La déclaration de copropriété en fait partie. Alors, mes deux invités pour en parler aujourd'hui, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, M. Sellier. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir à vous deux. Alors, avant de commencer, évidemment, comme c'est devenu une habitude, je vous rappelle que sur condolégal.com, vous pouvez aller dans l'onglet Syndicats. Alors, je vais ici, la fiche pratique était déjà prête. Vous allez sur donc la page d'accueil de condolégal.com dans la section Syndicats, fiche pratique, et vous tombez sur la déclaration de copropriété et quelques sous-fiches s'offrent à vous. La mise à jour de la déclaration de copropriété. Alors, vous pouvez également aller lire une chronique de François Taillefer, huissier de justice, à propos de la réécriture de la déclaration de copropriété. Donc, la déclaration de copropriété est un contrat d'adhésion qui s'impose à tous les copropriétaires. Elle est généralement publiée par le promoteur après la construction de son immeuble. Cela dit, le contenu d'une déclaration de copropriété n'est pas immuable. C'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Donc, ce contenu pourrait devoir faire l'objet d'une révision, notamment pour l'adapter aux différents changements législatifs et réglementaires. Alors, l'un des moments clés où la déclaration de copropriété a dû être amendée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994. On parle de la réforme du Code civil du Québec, entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Le second événement a eu lieu en 2002 lorsque l'article 1069 du Code civil du Québec a été modifié. Cette modification fait en sorte que l'acheteur d'une fraction doit, le cas échéant, et dans certaines circonstances, payer les charges communes dues par le copropriétaire vendeur. Bien que plusieurs syndicats de copropriétaires créés avant ces dates ont procédé aux changements requis, d'autres, sans même le savoir parfois, continuent d'administrer leur immeuble avec une déclaration de copropriété dont certaines dispositions sont devenues caduques, obsolètes, capoutes. Employer une expression bien connue. Hein? Maître Jolicoeur, quelles sont les conséquences, notamment, d'une déclaration de copropriété obsolète? Je vous disais, M. Sellier, bonsoir dans un premier temps. Je vous disais, M. Sellier, qu'il y a deux problématiques. C'est dans un premier temps, pour les membres du conseil d'administration, c'est l'outil de base également pour le gestionnaire en termes de règles de droit, de règles de fonctionnement d'une copropriété. Alors, lorsqu'on a une déclaration de copropriété qui comporte des énoncés de droit qui ne sont plus en vigueur, notamment en matière d'assurance, c'était le gros changement en 1994, on risque comme administrateur de commettre des erreurs puisqu'on se fie sur un document qui est devenu en grande partie obsolète. La déclaration de copropriété, elle est toujours valide en droit parce que vous savez, M. Sellier, elle est constitutive, c'est ce qui permet de créer la copropriété, mais son contenu est en partie dysfonctionnel. Et j'ai vu dans la pratique des cas, notamment dans les maisons de ville, des immeubles mal assurés parce que les administrateurs se fiaient sur le mot à mot de certains articles de la déclaration de copropriété. En fait, si je peux projeter une image, c'est comme avoir une voiture en 2020 avec un guide d'entretien de 1980. Ça se peut qu'on parle de bougie d'allumage alors que c'est un système électronique que vous avez sur le capot. Donc, évidemment, à ce moment-là, la conséquence, c'est la problématique d'erreur de mise en œuvre d'une déclaration de copropriété.
soit par le conseil d'administration, par le gestionnaire. Et aussi, c'est peut-être aussi la réticence d'acheteurs qui, eux autres, sont de plus en plus éduqués. Il faut savoir que les acheteurs en matière de copropriété ont accès notamment à condo légal, à différentes littératures. Ben, ils vont se dire, est-ce que j'achète au bon endroit? J'ai une déclaration de copropriété obsolète. Si la déclaration de copropriété est obsolète, est-ce que l'entretien du bâtiment l'est également? En fait, c'est la porte d'entrée d'une copropriété pour un acheteur. Ça commence mal. L'aventure commence mal pour un nouvel acquéreur. Alors, pour reprendre votre analogie de la voiture, c'est comme passer de l'essence au plomb à l'essence sans plomb parfois. Ouais. M. Leclerc, je m'adresse toujours à vous. Il y a un autre événement qui a changé la donne concernant les mises à jour à faire dans une déclaration de copropriété. L'adoption des projets de loi 141 sur l'assurance en copropriété et du projet de loi 16 qui a passablement réformé le cadre législatif qui régit la copropriété divise au Québec. Ces changements législatifs comportent une kyrielle de nouvelles mesures. En voici quelques exemples. Peux-tu en parler un peu, M. Leclerc? Je vous donne des exemples d'articles de loi qui sont maintenant, qui font partie de 141 ou de 16. Et vous me dites jusqu'à quel point c'est important d'en tenir compte dans une déclaration et comment on doit procéder au changement. Donc, parlons par exemple de l'article 1068.2 du Code civil du Québec, celui qui promet d'acheter une fraction peut demander au syndicat qu'il lui fournisse les documents ou renseignements concernant l'immeuble et le syndicat qui sont de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. Le syndicat est tenu sous réserve des dispositions relatives à la protection de la vie privée de les fournir avec diligence au promettant acheteur aux frais de celui-ci. Alors, si c'est dans la loi, pourquoi il faut que ce soit dans la déclaration de copropriété, M. Leclerc? Ben, évidemment, pour un administrateur de copropriété, c'est plus simple, c'est plus facile de prendre une déclaration de copropriété qui est un document qui est remis à tous les acheteurs que de s'acheter le Code civil. D'autant plus qu'on a eu quand même, depuis 2018, vous l'avez d'ailleurs signalé, M. Sellier, plusieurs modifications législatives. Si vous me permettez, je vais vous les décliner rapidement. On a eu à l'époque du Parti libéral, le ministre Lai-Tao, qui a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 141. C'est un projet de loi qui était omnibus, qui traitait de plusieurs sujets, dont notamment l'assurance en copropriété. Ce projet de loi omnibus est venu modifier le Code civil à l'égard des dispositions qui traitent de l'assurance. Donc, 2018, on l'avait relaté avant 1069, mais donc, 2018, la première modification, on rappelle un peu l'historique législatif. Les libéraux s'en vont en élection, perdent le pouvoir, la CAQ est élue, gouvernement majoritaire, et la ministre Laforêt décide, c'était un engagement de pas mal tous les partis politiques, même les libéraux, la CAQ, ainsi de suite, de déposer un projet de loi qui vient modifier les autres dispositions du droit à la propriété qui sont enchâssées dans le Code civil du Québec. Bon. Alors, et la particularité aussi de ceci, c'est que Québec introduit dans le Code civil des dispositions législatives nouvelles dont l'entrée en vigueur est tributaire d'adoption de règlements qui vont venir, dans le fond, préciser la portée de certaines dispositions législatives. Alors, donc, vous avez 141, vous avez le projet de loi 16, vous avez un règlement, projet de règlement qui vient préciser certaines obligations en matière d'assurance. D'ailleurs, juste en termes historiques, on est tombé dans le COVID cette année. Qui ne sait pas qu'on est rentré dans le COVID? On est rentré dans le COVID là, comme un train qui nous frappe sur le côté. Et malgré tout, la machine législative à Québec a continué à être active. La journée où on ferme l'Assemblée nationale, Québec vote le projet de loi 41 qui vient corriger des dispositions qui avaient été introduites par 141 en matière d'assurance. On a eu, toujours durant le COVID, le règlement sur les assurances qui est venu préciser certaines obligations. Écoutez, c'est déjà compliqué pour nous, comme avocats spécialisés en copropriété divise, de suivre ce menu législatif. Je vous dirais, rien de mieux pour un administrateur d'avoir une réécriture de copropriété qui consolide, dans le fond, toutes ces mesures législatives dans un seul document cohérent.
Parce que, imaginez-vous, là, c'est de vous faire un cours de droit sans trop savoir sur telle ou telle disposition est-elle en vigueur, c'est quoi sa portée. C'est réellement de ce temps-ci, pour nous, là, qui sommes des avocats spécialisés en copropriété, c'est une gymnastique d'esprit. J'ai reçu cet après-midi du ministère des Finances une précision que tel article, finalement, va rentrer en vigueur en 2022. Ouais. Les mesures transitoires, c'est pas clair. Les textes de loi n'ont pas été. D'ailleurs, c'est pour ça que le projet de loi 41 est venu corriger des dispositions du projet de loi 141, parce qu'avec tout respect, c'était d'une rédaction qui n'était pas tout à fait adéquate. C'est ultra compliqué. Je vous dis, M. Cellier, c'est ultra compliqué. Ouais. Alors, finalement, de faire une réécriture de déclaration de copropriété, c'est un document qu'on remet à l'ensemble des copropriétaires, aux acheteurs, qui leur permettent de bien saisir la règle de droit, puis au-delà de bien saisir, de la mettre en œuvre dans leur copropriété en fonction des spécificités. Parce qu'une déclaration de copropriété, je veux juste quand même vous le rappeler, c'est quand même, on réplique les dispositions du Code civil, mais on les taille également en fonction des besoins propres au bâtiment. Donc, c'est un amalgame de droit, une déclaration de copropriété, un amalgame d'une trame factuelle qui est spécifique à chaque bâtiment. Juste quand même rappeler à l'auditoire, c'est pas vrai que les déclarations de copropriété sont tous pareilles. Certes, elles se ressemblent, mais une bonne déclaration de copropriété, c'est adapté aux spécificités du bâtiment. Alors, Valérie, des commentaires nous parviennent de Facebook. Une personne demande combien ça coûte réécrire une déclaration de copropriété. Une autre nous demande qui est habilité à l'écrire et je vais me permettre de répondre à la place de M. Jolicoeur qui me corrigera si je me trompe. C'est un acte réservé exclusivement au notaire, la réécriture de la déclaration de copropriété. Est-ce que je me trompe, M. Jolicoeur? En partie, oui, et en partie, non. Donc, OK. Donc, ce n'est pas strictement réservé au notaire, mais c'est un notaire qui écrit habituellement la déclaration de copropriété. Une autre personne nous dit c'est bien beau là, de faire écrire sa déclaration, mais 99% des copropriétaires ne la lisent pas. Alors, comment on fait pour convaincre les copropriétaires en assemblée de copropriétaires qu'il faut réécrire la déclaration? Valérie, vous dites que dans les immeubles que vous gérez, et après on demandera à M. Jolicoeur combien ça peut coûter, là, réécrire une déclaration. Il nous corrigera sur l'impair de l'acte exclusif du notaire. Vous dites que dans plusieurs de vos copropriétés, les syndicats ne sont pas du tout intéressés à faire réécrire leur déclaration parce qu'ils ne trouvent pas ça sexy du tout. C'est plus sexy de faire rénover son hall d'entrée que de faire écrire sa déclaration de copropriété, n'est-ce pas? Écoutez, M. Cellier, c'est même pas un coût qui va être à choisir entre le rénover le hall d'entrée ou de réécrire la déclaration de copropriété. Je suis entièrement d'accord avec M. Jolicoeur que c'est difficile pour des administrateurs bénévoles, en grande majorité, d'appliquer les lois et les règlements de façon, la meilleure façon possible quand notre document n'est pas clair, quand on doit savoir que telle règle de loi n'est plus valide et a été modifiée. Et ce sont toujours les bénévoles de bonne foi et tout ça. Écoutez, les gens le savent que c'est important de faire ce travail-là, mais ils sont tiraillés entre faire de l'entretien sur leur bâtiment ou réécrire une déclaration souvent. Ouais. Je ne dis pas pour tout, là, mais on va parler pour une grande partie des syndicats de copropriété. Ouais. Puis là, on arrive toujours au même fait que tout arrive en même temps. Donc, le projet de loi 16 a amené les dépenses au niveau carnet d'entretien, suite de fonds de prévoyance, ces choses-là. Là, on arrive, les lois changent tellement vite que les syndicats qui n'ont jamais bien maintenu les règlements qu'ils ont modifiés, c'est un casse-tête terrible. Donc, ça prend des gens qualifiés. Et Maître Jolicoeur va le dire tantôt, le prix, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Et encore là, il faut s'assurer de choisir la bonne personne ou la bonne équipe qui va faire ce travail-là. Ouais. Parce que les déclarations de copropriété pour les gestionnaires comme Condo Stratégiste, comme tous les autres gestionnaires, souvent, on doit se débrouiller parce qu'il y a des économies qui doivent être faites pour faire autre chose. On se donne de la misère, nos administrateurs se donnent de la misère. Et des fois, il y en a quelques-uns qui vont la lire, la déclaration, mais ils ne sont pas spécialistes en savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est sûr que quand on parle d'une déclaration qui est avant 1994, on est loin de juste une mise à jour, là. On est vraiment gros travail à faire.
Mais c'est les règlements, tout ça, c'est ce qui fait que la clarté de ça va permettre d'éviter les batailles qu'on va appeler major league pour régler. Valérie, en tant que gestionnaire de copropriété, vous êtes également appelé à jouer un rôle de conseiller auprès des administrateurs. Je reprends ce que vous venez de dire à propos des travaux. Tout arrive en même temps. On sait que plusieurs copropriétés divisées au Québec souffrent d'un déficit d'entretien. C'est malheureux, mais c'est ça. Si les administrateurs vous disent « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réécris ma déclaration ou je répare l'infiltration d'eau? » Le choix n'est pas difficile à faire. C'est sûr qu'on ne peut pas, comme gestionnaire, dire bien, écoutez, on va investir plusieurs milliers de dollars, puis on ne va pas voir à la pérennité de l'immeuble. Mais vous comprenez qu'on parle quand même de des choix déchirants parce que le fait de ne pas pouvoir le faire amène d'autres conséquences. Puis des fois, c'est pas mieux non plus. Là. Mais nous le vivons quotidiennement, ce travail-là. Là, dans les 2-3 dernières années, il y a eu tellement de changements que ça s'en vient de plus en plus critique de faire la réécriture. Alors, j'espère qu'il y a des équipes disponibles parce que tantôt, ça va tout être dû en même temps. Ça va arriver en même temps. Mais Gilles Carr, combien ça coûte? Qui peut réécrire une déclaration de copropriété? Bon, M. Sellier, avec tout respect, je ne voulais pas vous mettre en porte-à-faux. Si vous me permettez, rappeler un peu la structure d'une déclaration de copropriété. Une déclaration de copropriété comporte 3 sections. Vous avez la première partie qui est l'acte constitutif de copropriété, qui comporte notamment les pouvoirs et devoirs des organes décisionnels, conseil d'administration, assemblée générale des copropriétaires, qui rappelle également un tableau qui détermine les valeurs relatives des copropriétaires. Donc, vous avez quand même une structure assez lourde de ce qui est l'acte constitutif et qui, lorsqu'il est modifié, nécessite que ça soit reçu par notaire. C'est un acte notarié de modifier cette section-là. Il en est de même pour la 3e partie de la déclaration de copropriété, qui est l'état descriptif des fractions. Alors que si vous modifiez le règlement d'immeuble, on n'a qu'à le produire au registre, donc il n'y a pas forcément obligation que ce soit reçu devant le notaire. Bon, maintenant, dans la vraie vie, parce que là, ça, c'est une réponse d'avocat plate, là, mais dans la vraie vie, on ne commence pas à diviser lorsqu'on fait une réécriture déclaration de copropriété, puis là, vous avez, à fond, raison. La finalité de votre propos était juste, mais pas en droit, mais sur le caractère pratico-pratique. Dans la finalité, c'est un exercice qui est essentiellement un exercice d'avocat ou de notaire spécialisé en copropriété, ce qui doit être fait. Bon, l'acte doit être reçu devant un notaire, mais la loi n'oblige pas que ça soit préparé par un notaire. Ça peut être reçu par un avocat, mais en quelque part, il faut se rappeler que peu de professionnels du droit sont des spécialistes en copropriété d'église. Donc, assurez-vous, si vous faites faire une réécriture de déclaration de copropriété, que ce ne soit pas quelqu'un qui va apprendre quelque chose avec vous en droit, une expérience bucolique, juridique, pour que, dans le fond, on ne remanie pas une déclaration qui en fonction des réalités. Puis, tu sais, d'autres choses ici, il faut se le dire, l'expertise en droit de la côté, ça s'acquiert avec les années, avec parfois des conflits. Nous, on retient de certains conflits, certaines choses, notamment, si la déclaration de côté avait dit telle chose, bien, on serait mieux outillé. Tu sais, notamment, toutes les clauses pénales qu'on a dans les déclarations de côté qui sanctionnent les copropriétaires pour le non-respect, bien, des fois, là, ça ramène à l'ordre des gens parce qu'il y a une sanction qui est immédiate, qui peut s'exécuter par l'entremise de la Cour du Québec, la division des petites créances. Déclaration de copropriété, c'est également un outil pour dissuader, dans le fond, le n'importe quoi d'une copropriété. Il faut que ça fasse peur. Il faut que ça amène les gens à dire, si je ne respecte pas le règlement d'immeuble, il y a des conséquences au non-respect. Je vais vous donner un exemple. Les clauses pénales. Dites-moi une chose, vous allez voir votre beau-frère dans la municipalité de XYZ, puis vous savez qu'il n'y a pas de police. Là. Je ferais bien attention à ces coins de rue, parce que ça se peut que les gens ne font pas leur arrêt, parce qu'il n'y a pas de conséquences au non-respect de la réglementation municipale. Pourtant, on peut se tuer pour faire un arrêt. Alors, vous allez me dire, on ne se tue pas à ne pas respecter une déclaration de copropriété, mais on affecte durement notre investissement quand ça devient n'importe quoi une copropriété. D'où l'importance d'avoir... Excusez-moi, M. Leclerc, vous n'avez pas terminé? Je vous dirais d'où l'importance d'avoir un document qui est de qualité et qui est performant.
Voilà. OK. Valérie Couture, vous en faites réécrire des déclarations pas sur ordre, mais sur demande d'administrateur. Ça coûte combien, grosso modo? 8 000, 10 000 12 000 combien ça coûte? Bien, écoutez, ça va dépendre, mais on parle d'un minimum entre 5 000 et 10 000 Et je suis très d'accord avec Maître Jolicoeur parce que on le voit, des déclarations de copropriété qui ne sont pas très vieilles, qui ont peut-être une dizaine d'années, qui ont été écrites par différentes équipes de notaires ou quoi que ce soit. Et justement, elles ne sont pas toujours très bien adaptées. Puis malgré qu'elles ne soient pas si vieilles, sont désuètes déjà parce qu'il manque des règlements importants, il manque des sanctions importantes, il manque plein de choses. Et je suis d'accord qu'il faut le donner à quelqu'un qui est très spécialisé parce que sinon, on ne va pas s'aider, puis on va prendre notre argent et on ne va pas l'investir dans notre déclaration, on va la dépenser. Ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, quand on fait, il y a aussi la complication de faire écrire une déclaration. Ça nécessite pas juste de mandater quelqu'un. Après ça, il y a des choses à passer en assemblée, etc., distribution de tous ces documents-là, etc. Donc, ça amène aussi une lourdeur au processus et qu'on soit un 6 unités ou un 300 unités, la déclaration ne coûtera pas, il n'y aura pas grande différence dans la réécriture, si je ne m'abuse, Maître Jolicoeur. Si on veut, non, Valérie, vous avez tout à fait raison. Il n'y aura pas forcément c'est pas en fonction du nombre de lots qu'on établit un honoraire professionnel, c'est essentiellement en fonction du temps alloué. Et des fois, les gens disent, oui, mais c'est cher pour une photocopie, là. Prenez ça dans votre boîte, vous avez un fichier Word. Bien, celui qui fait ça, il ne fait pas sa job en termes de juriste, parce que la déclaration de copropriété, elle doit être adaptée au bâtiment qui est en cause. J'ai déjà vu des déclarations de copropriété qui parlaient de l'entretien des ascenseurs, alors qu'il n'y avait aucun ascenseur dans l'immeuble. C'est donc dire que le notaire qui avait fait la déclaration de copropriété n'était jamais venu à l'immeuble pour voir que sa déclaration était, dans le fond, conséquente à la nature du bâtiment. Si je suis en maison de ville, puis vous me parlez d'ascenseur, il y a un problème. Ça, c'est sûr que le travail notarial n'a pas été fait. Ouais. C'est certain. Donc, puis l'autre chose aussi, puis ça, on n'en parle pas assez souvent, une déclaration de copropriété, ça peut être également un outil de gestion, notamment en matière de ce qu'on appelle les clés de répartition de charges. Souvent, on a des parties communes à usage restreint. Et là, se pose la question, mais nous, comme syndicat, est-ce qu'on peut revendiquer du copropriétaire qui en a l'usage telle ou telle charge? J'ai une terrasse, quelqu'un qui est une terrasse, partie commune usage restreint, quelqu'un met des pots de fleurs, les pots de fleurs, il pleut, ça déborde, ça bloque le drain, et là, ça bloque le drain, puis ça crée des dommages. Qui paye quoi là-dedans? La déclaration peut prévoir des clauses spécifiques en termes de conséquences pénales, des amendes, des outils qui vont éviter à l'administrateur de demander à quelqu'un d'enlever son pot de terre sur la terrasse qui va performer de la membrane. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qui va éviter aux administrateurs de devoir se promener à tout moment dans l'immeuble pour chercher le non-respect de la déclaration de vote. Donc, ça prend une déclaration qui soit solide, robuste, puis adaptée à la spécificité du bâtiment. Alors, une question d'une auditrice, est-ce qu'on peut mettre une clause pénale dans une déclaration? La réponse est oui, n'est-ce pas? On peut mettre une clause pénale. Mais là, Maître Jolicoeur, la clause pénale a déménagé, a changé d'adresse. Elle n'est plus dans le règlement de l'immeuble, elle est dans l'acte constitutif. Oui, elle a déménagé 2 fois. Hein. Il y avait une controverse, dépendant du professionnel avec qui vous étiez en train de parler, à savoir si la clause pénale devait être mise dans l'acte constitutif, qui est la première partie de la déclaration de copropriété, ou dans le règlement d'immeuble. Il y avait même eu un cas de jurisprudence où la Cour avait reconnu une clause pénale dans un règlement d'immeuble. Suite aux travaux des parlementaires à Québec, l'Assemblée nationale, le Parlement a considéré que c'est une clause qui était quand même lourde de conséquences et qu'elle devait être dorénavant enchâssée dans l'acte constitutif, tout en reconnaissant le fait que s'il y en avait déjà eu inscrite dans le règlement d'immeuble, automatiquement, par l'effet de la loi nouvelle, elle se transposait dans l'acte constitutif. Alors, mais je ne sais pas si vous voulez dire, M. Cellier, tout le volet technique complexe de faire une réécriture des déclarations de côté. Si vous ne connaissez pas cette réalité-là, si vous ne connaissez pas les lois, si vous ne connaissez pas également la réalité de terrain,
Puis nous, souvent, on fait des réécritures de déclaration de copropriété, on travaille avec le conseil d'administration ou le gestionnaire. Parce que qui connaît l'immeuble, qui connaît les besoins? C'est moi, un gestionnaire qui me dit, écoutez, Majoritaire, on a une problématique ABC, le petit stationnement. Ça stationne n'importe comment. Quel genre d'outils pourriez-vous nous donner pour qu'on règle ce problème-là? On vous aime bien, vous les avocats, mais quand on ne vous voit pas trop souvent, hein, ça nous fait de la peine, évidemment, quand on se fait dire ça, mais donnez-nous donc un outil en gestion pour envoyer des amendes aux copropriétaires. On va le poursuivre, nous autres, à la Cour des petites créances de copropriétaires. Il va comprendre. Il va comprendre à ce moment-là. Donc, comprenez, cet outil de gestion, quelque part, même si elle vous coûte des sous en amont, oui, c'est de l'investissement, ça dépend de ce qu'on ne veut pas faire, et ainsi de suite, mais vous allez peut-être en sauver pas mal d'argent parce que vous allez peut-être être capable d'articuler, de faire respecter votre déclaration de copropriété sans aller voir un avocat, parce que vous aurez de quoi sanctionner. Valérie, sur le terrain, pour donner suite à ce que Medjelka vient de dire, là, on sait que faire respecter le règlement de l'immeuble, faire respecter les déclarations de propriété à large, c'est pas toujours évident, parce que dès qu'on commence à dire aux copropriétaires, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, ben là, on vient d'exciter des susceptibilités. Hein? Alors, comment on fait, Valérie, en tant que gestionnaire de copropriété, pour faire respecter la déclaration de copropriété avant de se rendre à l'étape légale, les mises en demeure, les injonctions ou autres? Comment on fait, Valérie, sur le terrain? Bien, écoutez, sur le terrain, il n'y a pas 56 000 solutions. C'est de regarder effectivement dans la déclaration. Puis même si nous, comme gestionnaires, on est là-dedans à tous les jours, bien, naturellement, Maître Jolicoeur l'a bien dit, il n'y a pas une déclaration qui est pareille, il n'y a pas un immeuble qui a le même ADN, donc on doit vraiment tenir compte de la déclaration et on doit s'assurer que la portion qu'on lit, on la comprend bien, qu'on est capable de l'appliquer comme il faut. Souvent, on va demander à nos syndicats de se référer à des conseillers juridiques pour faire justement expliquer ce bout-là, parce qu'on leur dit souvent avant de s'en aller dans des lettres et de tout mélanger la pagaille et la susceptibilité des gens. Il faut absolument qu'on soit sûr sur quoi on s'en va. Et je suis très d'accord avec Maître Jolicoeur que c'est pas une dépense, la réécriture, c'est un investissement. Puis, il va falloir le planifier. Comme là, on est obligé de planifier les fonds de prévoyance, les carnets d'entretien. Il va falloir que les syndicats commencent à voir à moyen terme et de dire, si ça me coûte 10 000 dans 3 ans, je suis aussi bien de mettre mon argent de côté puis faire ça le plus vite possible. Vous savez, quand l'acheteur achète, il est considéré avoir lu la déclaration. Mais il veut bien, premièrement, il y en a beaucoup qui ne lisent pas, je comprends. Il y a juste les juristes et les gestionnaires qui sont obligés de tous les lire. Mais ils doivent quand même... Ils sont considérés qu'ils l'ont lu. Ils doivent s'assurer de... Donc, si on leur donne un document qui n'est même pas à jour, et là, je vous passe les règlements que les syndicats ont ajoutés, qui sont pêle-mêle, qu'il n'y a pas de carnet de règlement, alors c'est difficile de donner l'heure juste à un acheteur. Oui, alors justement, on parlait d'un carnet de bienvenue. Plusieurs années, on s'est penché là-dessus, les carnets de bienvenue qui résument le règlement de l'immeuble. C'est une bonne idée, ça, pour, par exemple... donner comment dirais-je, donner les instructions à un locataire, par exemple, un copropriétaire qui loue son appartement, parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant dans une copropriété. Bon, qu'un copropriétaire ne respecte pas les règlements de l'immeuble, c'est pas agréable non plus, mais qu'un locataire ne respecte pas les règles, c'est presque, bon, c'est pas une insulte, mais je veux dire, c'est pas une bonne idée. N'est-ce pas, Valérie? Écoutez, c'est sûr que, je veux dire, moi, j'ai quand même, les locataires, je connais bien ça, j'ai 500 logements. Les locataires ont de la misère à lire une feuille de règlement. Fait que je ne les vois pas leur remettre 22 pages de la déclaration de copropriété. Ouais. Ça, c'est dans un premier point. Deuxièmement, si on donne un outil plus concis, effectivement, ça peut aider les locataires. Puis on va aider les copropriétaires aussi. Parce que je peux vous dire que si on faisait lever la main, il y aurait un pourcentage très faible qui a pris le temps de lire sa déclaration. Ouais. Il y a bien des gens qui achètent, qui se disent, ah, mais si j'avais su ça, je n'aurais pas acheté. Bien, tu avais ta vérification diligente à faire lors de l'achat, naturellement. Alors, mesdames, messieurs, vous serez d'accord, mes deux invités sont d'accord avec moi, la déclaration de copropriété, c'est le manuel d'instruction, c'est le mode d'emploi lorsqu'on acquiert un appartement détenu en copropriété divise. Ah, les commentaires nous parviennent. Les gens nous disent que
faire respecter le règlement de l'immeuble, ça équivaut à imposer un règlement à des enfants dans une garderie. Bon, la copropriété, ça devient une garderie d'une certaine manière. Maître Jolicoeur, est-ce que mettre à jour sa déclaration de copropriété, c'est obligatoire ou non? Ah non, la loi n'oblige pas d'actualiser sa déclaration de copropriété. Mais je vous dirais que dans une bonne gouvernance, une façon de bien gérer l'immeuble, c'est un passage obligé. Je vous dirais, si je peux donner une image, c'est comme retarder de changer ses pneus. Ils sont usés, ils roulent encore. Bon, ils devraient être bons pour faire un autre 10 km. Puis un jour, il y en a un qui éclate, puis il est 3 heures du matin. Donc, on est sur le bord du chemin. Mais c'est comme ça, une déclaration. La journée où ça éclate, la journée où il y a un conflit, la journée où vous allez voir un avocat pour faire valoir vos droits, il va vous dire, il y a un problème ici. Puis là, plus l'avocat va y réfléchir au problème, plus ça va vous coûter cher. Vous ne sauverez pas d'argent de ne pas la faire, la réécriture. Je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre. Voyez-le pas comme une dépense, comme un investissement, comme un gage de sécurité, de stabilité pour vos copropriétaires, les acheteurs éventuels. Puis si vous ne le faites pas, je reprends la métaphore avec les pneus, ça roule, ça roule, ça roule, puis un jour, ça va boum, ça éclate. Puis tu dis, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça a éclaté? Puis là, votre voisin, votre genre, dit, mais je te l'avais dit, hein. Tu auras toujours quelqu'un qui va vous le dire. Puis rien de pire qu'un avocat qui vous dit, je vous l'avais dit que ça arriverait. Puis là, je vais dire, là, ça va me coûter cher quand l'avocat dit qu'il l'avait dit, ça coûte plus cher. Voyez-le comme un investissement. Parce que une copropriété qui n'a pas à l'esprit ce geste-là, ben pour moi, c'est comme la pointe du iceberg. Le reste aussi ne doit pas être en bon état. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'avec nos deux invités ce soir, nous sommes en voiture, c'est le cas de le dire. Continuer à rouler sur le jeu de mots, comme dirait l'autre. On veut, oui, c'est une bonne image. Est-ce qu'on ne devrait pas rendre ça obligatoire? C'est quand même important, non? Ben, écoutez, on a au Québec à peu près 25 000 syndicats de copropriétaires au Québec. Là, hein. Puis on s'entend que la copropriété, ce n'est pas des immeubles de 100 unités. On a surtout de la petite copropriété. Quand vous passez une mesure législative, quand vous êtes parlementaire à Québec, là, et vous arrivez avec une bonne idée au ministre, à la ou le ministre responsable, la première question qu'ils vont vous poser, bien, ça va coûter combien ça aux citoyens? Il y a toujours une étude d'impact économique sur tout projet de règlement, tout projet de loi. Je sais, quand j'étais 3 ans au conseil d'administration de la Régie du bâtiment, on nous présentait des projets de règlement. Il y avait toujours une étude économique. Et lorsque ça coûte quelque chose, ben là, les parlementaires vont se poser la question, mais ils vont penser quoi de moi, là? Je passe une loi à Québec qui leur amène une facture. Alors, ils ne sont pas très, très, très réceptifs à voter des lois qui vont être perçues par la population comme une majoration des charges en matière de côté. La ministre Laforêt, qui est quand même une ministre très courageuse, et d'ailleurs, à l'instar de Lise Thériault qui avait présenté le projet de loi 401, ces deux femmes d'engagement se sont dit, ce sont des femmes qui ont vécu, qui ont eu de la copropriété, qui sont censées à côté. Eux autres, ils ont tous les deux compris, comme parlementaires, qu'il fallait protéger les gens contre eux autres-mêmes en mettant des mesures législatives, en forçant les gens à avoir des carnets d'entretien et des études de fonds de croyance. D'aller les forcer à avoir une réécriture, je pense qu'il va y avoir toujours une petite gêne chez les parlementaires parce que ça ne sera pas vu forcément comme un geste essentiel, contrairement à carnet d'entretien où on sait que ça va couler dans le logement. Alors, c'est pas très bon pour les votes non plus. Hein? Ben, ça arrive, effectivement. On va regarder l'impact politique d'une mesure législative. Mais je reviens quand même pour en connaître plusieurs parlementaires à Québec. Ce sont des gens de foi, de courage. Puis juste vous rappeler pour ceux qui nous écoutent ce soir, qu'être membre de l'Assemblée nationale, c'est pas une job de tout repos. Non. C'est un travail exigeant. Il faut être à l'écoute de ses citoyens. Puis lorsqu'on présente des pièces législatives comme une réforme législative sur la copropriété, ce sont des lois de proximité. C'est des lois
Donc, votre beau-frère, votre belle-sœur risque de vous parler au prochain party de Noël en disant, écoute, Fred, là, tu dois passer une loi à Québec, là, et nos frais de condo viennent de doubler. Hein? Ben, c'est ça qui risque de se faire dire. Alors que, je veux quand même rappeler à l'auditoire ce soir que toutes les mesures législatives qui ont été présentées par la ministre de la Forêt n'ont eu aucun impact économique sur l'accroissement des charges communes. Je veux que tout le monde l'entende bien ce soir. Ce sont des mesures législatives qui sont en devenir, qui ne sont pas encore en vigueur. Et lorsque les gens disent « Ouais, mais c'est une loi qui a augmenté les frais de condo », sauf qu'on prépare la population à faire des carnets d'entretien, faire des études de fonds de croyance, faire connaître le vrai bilan financier, économique, technique à bâtiment, dans quel état est leur bâtiment. Ouais. Et là, des fois, ils vont se savoir, il y en a qui ont peut-être trouvé ça pas drôle, mais c'est pas de la faute de la loi. Valérie, est-ce que, je pose la question à M. Jelquin et à Valérie, est-ce qu'une copropriété, c'est une question qui m'a été posée par une auditrice, est-ce qu'une copropriété peut emprunter pour notamment faire réaliser des travaux, faire réécrire sa déclaration de copropriété? Est-ce que ça se peut, ça, Valérie? Oui, il commence à avoir plus d'institutions financières qui peuvent prêter pour une copropriété. Ceci étant dit, je crois qu'il faut, M. Jelquin me corrigera, là, mais je crois qu'il faut que ce soit un montant assez substantiel et en fonction aussi de la quantité de copropriétaires qu'on a, en fonction des charges qui sont dans le budget pour le fonds de prévoyance et ces choses-là. Donc, oui, c'est possible, mais à un certain prix. Et je crois que moi, ceux que j'ai dans mon parc, sous notre gestion chez Condo Stratégiste, on a quelques copropriétés qui ont emprunté et ce n'est pas à des taux d'intérêt actuellement à 1,50, on s'entend. Donc, on parle de grandes sommes pour de grands travaux auxquels on n'est pas capable de passer le flambeau à nos copropriétaires parce qu'ils ne pourront pas supporter cette charge-là et on ne veut pas se ramasser avec la moitié de la copropriété en hypothèque légale pour une cotisation spéciale qu'on a de besoin. Effectivement. Je pose une autre question à Valérie, puis je reviens à M. Jelquin. Est-ce que dans les syndicats que vous gérez, il y a déjà eu des litiges en raison d'une déclaration de copropriété désuète, obsolète? Tout à fait, absolument. On a des litiges parce que la déclaration n'est pas à jour. On a des litiges parce que des règlements qui ont été passés de n'importe comment, il faut le dire le vrai mot, parce que des fois, les administrateurs font ça de bonne foi, mais on se ramasse avec des assemblées où est-ce qu'il y a eu dans le temps 15 règlements passés dans la même soirée sur un plant de tomate qui ne peut pas dépasser tant de pieds ou des choses comme ça. Alors, c'est très, très... Donc, moi, je dis toujours à mes administrateurs, il faut passer des règlements qu'on est capable de faire respecter puis qu'on va être capable d'avoir du mordant quelque part en ce sens-là. Puis pas passer des règlements pour n'importe quoi, mais il y a effectivement des copropriétés qui sont lésées parce que ça a été mal écrit, ça n'a pas été révisé, ce n'est plus à jour, et etc., etc. Il faut se rappeler que la déclaration de copropriété est le code de vie. Donc, s'il y a des erreurs dans le code de vie, on ne peut pas demander aux gens qui sont de mauvaise foi ou ils ne sont pas au courant, on va mettre tous ces gens-là de respecter quelque chose que personne ne comprend ou qui n'est pas clair. Oui, effectivement. Mais j'ai le cas, oui. De rebondir sur le propos de Mme Couture, de Valérie, effectivement, ça prend un doigté puis un savoir, mais j'aimerais aborder un sujet qui est connexe, c'est l'approche « As-tu essayé ma pilule? » Alors, je m'explique. Une belle soirée d'été, vous êtes sur le bord du trottoir, sur un banc de parc en train de parler avec votre voisin. Et écoute, j'ai mal dans le dos, essaye donc ça. J'ai ça comme prescription. Moi, j'ai vu des amendements, des déclarations de copropriété où une copropriété voisine, essaye donc ça, ce règlement-là, votez donc ça. Et ça vient de n'importe où, n'importe comment, pas analysé par un juriste. Puis on envoie ce genre de clause-là, essaye ma pilule, et c'est catastrophique, là, parce que les gens vont voter des modifications à leur déclaration de copropriété aucunement adaptées, parfois, et ça peut avoir des effets néfastes. Ça, ce soir, c'est important de le dire à l'auditoire. Essayez-vous donc pas de réparer votre voiture quand vous n'êtes pas mécanicien, mais essayez-vous donc pas de prendre la pilule de votre voisin quand vous n'êtes pas docteur.
essayons donc pas de prendre un projet de règlement que quelqu'un vous a passé parce que le beau-frère a ça de son cousin qui a un condo à Brossard. Ça marche pas. Ouais. Puis, dites-vous une chose, c'est qu'il y a une responsabilité civile attachée aux actes que l'on produit. Si quelqu'un n'est pas avocat, n'est pas notaire, il n'est pas assuré pour ce qu'il produit aussi. Et je ne vous dis pas ça sur une approche de nature corporative pour défendre la job des avocats, des notaires. Je dis ça parce que chacun son métier. Ça, c'est important que les gens retiennent ça ce soir. M. Licard, la réécriture d'une déclaration de copropriété doit être votée à l'Assemblée copropriétaire. Quel est le vote à obtenir? Quelle est la majorité à obtenir ou comment ça se passe, le vote? C'est une question posée par un auditeur. Je trouve votre question intéressante, M. Cellier, parce que dans le projet de loi 16, on est venu réduire une des majorités qui était prévue à l'article 1097, c'est-à-dire le vote qu'on appelait autrefois à la double majorité. Donc, dès que vous modifiez l'acte constitutif, puis lorsqu'on fait une réécriture déclaration de côté, on va modifier immanquablement la première partie, ça prend un vote à majorité renforcée, c'est-à-dire que ça prend un vote des 3/4 des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, 1097 était une majorité beaucoup plus lourde. On parlait d'une majorité en nombre de copropriétaires, il fallait les compter, qui représentent 3/4 des voix de tous les copropriétaires. Ça, c'est du passé depuis le mois de janvier dernier. Alors, je vais essayer d'illustrer un peu mon propos, M. Cellier. Vous avez une assemblée de copropriétaires où vous avez une participation de, imaginons, 80% des gens présents ou représentés. Bien, pour avoir un vote favorable, ça va vous prendre 60% des droits de vote en faveur de la résolution qui viendrait, dans le fond, voter la réécriture de la déclaration qui porte, évidemment, notamment sur l'acte constitutif de copropriété. Donc, on obtient aujourd'hui des votes favorables avec des majorités qui sont beaucoup moins lourdes de conséquences qu'avant cette modification législative du projet de loi 16. M. Licard, puis après, je reviens à Valérie. M. Licard, on dit que une déclaration de copropriété qui n'est pas à jour peut comporter des clauses désuètes, abusives ou illicites? Bien, abusive, oui, tout est possible. Je vous dirais que c'est peut-être pas tellement le caractère abusif que le caractère illicite. Pensons notamment en matière d'assurance. Ça. Je vais vous donner un cas pour ceux qui ont des maisons de ville, des maisons rangées. On avait autrefois des déclarations de copropriété dans les maisons de ville, des maisons rangées là, qui sont composées d'une toiture, des fenêtres qui sont privatives. Parce que juste quand même que les gens qui nous écoutent ce soir, c'est pas toujours vrai hein, que les toitures et l'enveloppe ils sont des parties communes dans les côtés des maisons de ville privées. On avait des... Vous voyez que... On a perdu le son. On perd le son. Là, on vous entend, mais des fois, ça coupe. Est-ce que vous êtes toujours là? Ben, toujours oui. Là, moi. C'est bon. Vous êtes toujours là en personne, en voix, c'est bon. Monsieur Cellier, rassurez-moi, si je ne suis pas là, dites-moi là, je voudrais savoir de ce pas. Comptez sur moi. Sur moi. Alors, je reviens à l'exemple, si on a eu un petit problème avec Télécino. Donc, ce que je disais, c'est que dans des cas de copropriété dite horizontale de maisons de ville, il y a encore des gens là, en 2020 qui assurent par eux-mêmes leur maison, alors que le régime de droit se veut un régime d'assurance collective où c'est le syndicat qui assure même les parties privatives en maison rangée. Bien, une des conséquences que ça pourrait avoir, ce régime de droit ancien, c'est que Maurice, votre voisin, a oublié de s'assurer, la maison passe au feu, puis là, vous avez un trou dans vos maisons rangées. Ça ressemble à un joueur de hockey qui a oublié de remettre sa facette le soir, qui manque des dents au sens. C'est ça que va ressembler votre copropriété, sans compter les conséquences économiques, de la fumée, de l'eau chez le voisin, etc. C'est pas des blagues. Là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne joue pas l'apprenti avocat ou l'apprenti notaire. On doit, qui avait
qu'il fallait se faire bien conseiller en cette matière. Donc, la déclaration de côté, c'est l'acte de base, c'est les fondations juridiques de votre copropriété. Vous ne pouvez pas l'apprenti sorcier, faites-la réécrire, mettez-vous un peu d'argent de côté, puis arrivez à un moment donné en disant, ben là, cette année, là, on en a mis de l'argent dans le fonds de prévoyance Valérie, là, depuis des années, on leur dit, mettez-en là dans le fond. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un fonds dédié tranquillement à une réécriture de déclaration de copropriété? Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. Ça prend du courage politique, ça prend une volonté du conseil d'administration. On peut l'étaler sur 2 ans ou 3 ans. On se met l'argent de côté, puis cette année, on l'a fait. Puis là, cette année, en 2020, là, puis 2021, il y a de quoi la faire parce qu'il y a eu tellement de modifications législatives. C'est un travail également pédagogique. Lorsqu'on fait une réécriture de déclaration de côté, il faut bien falloir la présenter au comité. Le conseil d'administration va devoir se mettre les 2 mains dans la pâte parce que pensez pas que réécrire une déclaration de copropriété, c'est d'aller chez McDonald's demander un hamburger. Le conseil, je vous préviens, si vous en faites dans des cabinets comme chez nous, ben, ou avec des notaires spécialisés, je pense notamment à Maître Gagnon à Québec, c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail statique. On vous livre pas ça en disant, ben, ça, c'est bon pour vous. Vous allez devoir on livre une pizza, là. On livre pas ça comme on livre une pizza, là. On livre pas ça comme une pizza. C'est un travail où le conseil, si on va avoir quelque chose de bon, où le gestionnaire va rétroagir en disant, ben, Maître Jolicoeur, c'est bien beau votre affaire, mais chez nous, là, la réalité, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coût. C'est pour ça que c'est pas 1000 $ faire une réécriture de déclaration de propriété. Oui, parce qu'il y a un travail, il y a un retravail jusqu'à ce qu'on arrive à la formule équilibrée parfaite. Valérie, en pré-entrevue, vous nous parliez de la déclaration de copropriété en rapport aux ventes dans une copropriété dite aux ventes de condos. Pouvez-vous nous préciser davantage de quoi il s'agit? Bien, en fait, c'est que quand on a une vente d'une unité, on remet au notaire instrumentant la vente tous les documents que le copropriétaire devra respecter et qu'il est considéré avoir lu en l'ayant reçu. Donc, c'est sûr que si on distribue des documents qui ne sont pas à jour, souvent, on a des premiers acheteurs, donc qui ne connaissent pas la copropriété. Ils arrivent, ils ne lisent pas. Si vous saviez juste les règlements de déménagement et d'emménagement dans une copropriété, c'est un mélange de toutes sauces là, et qui complique l'affaire parce que les gens passent chez le notaire et déménagent 2 jours plus tard, n'ont pas lu le règlement et tout ça. Fait que là, on parle juste d'un petit règlement là, qui n'est pas succinct. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est en copropriété, qui a vécu les 10 dernières assemblées, les nouveaux règlements, qui participe un peu à la vie de la copropriété, va être au courant. Le nouvel acheteur, il n'est pas au courant et on lui envoie un paquet de documents tout disparates les uns des autres parce que ça a été fait comme ça. C'est sûr que ça devient compliqué. On veut bien que les gens, des fois, on va ramener à l'ordre des gens avec une raison qu'ils vont comprendre, mais d'autres fois, on les ramène à l'ordre et ils veulent pas, puis ils ont pas bien compris ce qui se passe. Je suis d'accord avec Maître Jolicoeur, c'est que de toute façon, probablement qu'un jour, c'est tellement important que ça va faire partie d'une autre loi quelconque dans quelques années, parce que la copropriété au Québec, ça a eu 50 ans cette année. C'est jeune, c'est très, très jeune. Donc, on a commencé, et je connais moins l'historique que Maître Jolicoeur, mais on a commencé, on dirait, dans les 10 dernières années, 15 dernières années, à faire du plus gros rattrapage, puis d'essayer d'instaurer les gens pour que la copropriété traverse le temps. Parce que on a encore des gens avec le projet de loi 16 qui s'entêtent à dire « Oui, mais le règlement n'est pas sorti, je vais attendre avant d'augmenter mes charges communes au fonds de prévoyance. » C'est un non-sens. On le sait déjà qu'on va se faire rattraper. Donc, il faut y aller au moment où on a les instructions et les données pour le faire. C'est la même chose avec la déclaration. Il ne faut pas attendre que ce soit obligatoire parce que quand ça va être obligatoire, les avocats et les équipes de notaires spécialisés vont être très occupés puis on va encore attendre le dernier des derniers. C'est clair. Valérie a tout à fait raison. Attendez pas effectivement qu'il y ait un bouchon ou attendez pas que les gens vont se lancer en disant ça, c'est une mine d'or, c'est extraordinaire, etc. Ouais. Faites-le. Puis, c'est pas quelque chose qui se fait dans le mois. Mais non. Il y a des semaines qui se passent, des échanges de documents.
on soumet des projets, on a une rétroaction du conseil d'administration, à un moment donné, on arrive. Après ça, il va falloir la présenter, cette réécriture-là, à l'Assemblée des copropriétaires. Et d'ailleurs, c'est une approche qu'il faut réfléchir. Comment on va communiquer à nos copropriétaires le fruit de ce travail-là? On s'entend qu'une brique de papier, là, il n'y a rien de moins sexy qu'une brique de papier. Hein? Déjà, là, ça peut donner des nausées. Il faut mettre des gravoles avec la réécriture. La question se pose. Mais sérieusement, il y a un travail pédagogique. Il y a un travail que le conseil d'administration doit faire auprès de leurs copropriétaires sur la nécessité, le pourquoi, qu'est-ce qui change, attirer leur attention sur des passages particuliers en disant, les 100 pages, vous n'avez pas besoin de dire ça. Nous, on va vous dire qu'est-ce que vous devriez lire, qu'est-ce qui devrait vous intéresser, et pourquoi le conseil d'administration préconise telle approche. Parce que c'est quand même chez eux. Puis il faut qu'ils comprennent le pourquoi, parce qu'à partir du moment où on est en mesure d'inculquer un degré de savoir chez nos copropriétaires, on instaure le bien-vivre en copropriété. On en a parlé, vous savez, M. Cellier, dans un colloque qu'on avait fait à Paris il y a quelques années, dans l'Hôtel de Ville de Paris, ce bien-vivre la copropriété, qui est une notion universelle et qui fait en sorte que l'on connaît une copropriété que j'appellerais la copropriété du parfait bonheur sur la rue Le Paradis versus la copropriété je vis en affaires au quotidien. Et j'entends encore aujourd'hui combien de gens m'appellent là, quotidiennement pour me dire « Maître, ça va mal chez nous. Ça va pas bien. » Je vous dis, là, j'en ai là à tous les jours. Ils me disent « Ça va pas bien. J'ai pas les moyens de faire valoir mes droits. » Mais ça repose sur quoi? Sur une incompréhension de ce que c'est vivre dans une collectivité, sur une incompréhension de ce que c'est une déclaration de copropriété. Ceux qui vivent l'enfer en copropriété habitent sur la rue Belzébuth, je me rappelle bien. Exactement. Mais Julien, j'ai deux questions pour vous posées par deux auditeurs. La première, un auditeur aimerait que vous confirmiez que la loi a toujours préséance sur la déclaration de copropriété. Est-ce que c'est le cas? Essentiellement, c'est le cas. Il y a quelques dispositions qui peuvent parfois être plus exhaustives, plus exigeantes dans les déclarations de copropriété. Ce serait difficile là, ce soir de vous comment. Mais retenons que la loi, c'est le strict minimum. OK. Ça peut être des fois plus élevé. Ouais. Okay. Je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. Il y a des questions qui passent. J'essaie de les relayer à mes invités. Parfois, j'en échappe parce qu'il y a un nombre limite de questions, mais ça ne vous empêche pas d'en poser. Posez-en, mais dès que vous en posez une, celle du dessous disparaît. À un moment donné, j'en perds. Mais bon, j'essaie de répondre à tout le monde. Une auditrice, Medjolkar, nous demande, pour faire changer l'état descriptif des fractions, c'est autre chose que l'acte constitutif. Elle demande quel est l'article de loi. Comment démêler tout ça rapidement, Medjolkar? Dans un premier temps, encore faut-il qu'on sache c'est quoi l'état descriptif, c'est quoi l'acte constitutif. L'état descriptif, c'est une des sections la plus ennuyeuse d'une déclaration de copropriété parce que c'est essentiellement technique. On relate les lots qui sont privatifs, qui sont communs. On relate les servitudes, les droits réels qui affectent la copropriété. Alors, je vous dirais que généralement, lorsqu'on fait une réécriture de déclaration de copropriété, ce n'est pas une section qu'on va retoucher. On va essentiellement retoucher le règlement d'immeuble et l'acte constitutif. Et rarement l'état descriptif des fractions. Il y a une auditrice qui nous dit, Valérie, que mettez-en que c'est l'enfer où je vis, d'autant plus que je suis une locataire, donc je n'ai rien à dire. Mon opinion vaut 0. C'est le cas, hein? Malheureusement, Valérie? Absolument. Le locataire a une entente avec le locataire qui est copropriétaire. Comme conseil d'administration, comme gestionnaire, l'information va se rendre pour la gestion de la copropriété au niveau du copropriétaire. Par contre, l'information de respect des règlements, tout ça, doit se rendre aux locataires quand même. Nous, on le fait parvenir à tous les locataires pour les informer et s'assurer qu'ils respectent bien. Puis, je dirais à madame qu'elle a le droit de faire valoir, par exemple, s'il y a une situation qui n'est pas respectée par un autre voisin, de le faire valoir son copropriétaire et ou s'il y a une compagnie de gestion, parce que nous, on les traite quand même, les demandes des locataires, autant que ce soit un copropriétaire ou un locataire, pour être sûr que le bon vivre en copropriété est le plus respecté que possible. Oui. L'auditrice de qui je parlais
parle de l'article 1098. M. Jelka, est-ce que ça a un rapport avec un changement? Je vais le montrer à l'écran, cet article de loi, là. On va retourner au partage ici. L'article 1098, c'est l'article qui détaille une autre des majorités prévues au Code civil du Québec, qui est une majorité beaucoup plus lourde. Cette fois-ci, on parle de 3/4 en nombre de copropriétaires qui représentent 90%. Alors évidemment, si on veut, si par la réécriture, on modifierait, par exemple, la destination du immeuble, hein, on prévoirait maintenant que les commerces sont autorisés dans l'immeuble alors que c'est purement résidentiel. Ouais. Effectivement, il faudrait obtenir cette majorité. Si on veut faire excusez-moi l'expression anglaise, du time sharing dans votre copropriété. Mais je vous dirais que c'est très rare qu'on ait à mettre en œuvre 1098 dans une réécriture des déclarations de copropriété. La majorité de 1097 étant généralement suffisante pour procéder à une réécriture. Alors, Valérie et M. Jelka, on le dit depuis le début, les copropriétaires sont unanimes ou presque pour dire que la réécriture de la déclaration de copropriété, ce n'est pas un sujet très sexy. Ce n'est pas très amusant de dépenser 8 à 10 000 $ pour ce faire. Mais des fois, je dis bien, la déclaration de copropriété, pas seulement des fois, toujours, mais dans certaines situations précises, je pense que ces copropriétaires pourraient être très heureux de savoir, notamment, qu'on a actualisé leur déclaration de copropriété pour interdire la location de type Airbnb. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Dans le sens que, bon, la déclaration de copropriété a toute son utilité, a démontré toute sa pertinence, c'est le mode d'emploi qui indique la façon de fonctionner dans un immeuble. Mais quand des copropriétaires se plaignent qu'un de leurs collègues loue l'unité à court terme, et là, ils sont contents peut-être de se référer à la déclaration pour dire « Hey, c'est interdit, là, on ne peut pas. » Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Valérie? Oui, bien, si un bon règlement qui est passé, ça n'empêche pas, un dossier n'empêche pas de faire la réécriture, corrigez-moi, M. Jelka, si ce que je dis est faux, mais la réécriture est globale. En fait, c'est parce qu'on veut s'assurer que le code de vie, c'est le code de vie de la copropriété, il reflète la réalité. Mais ce n'est pas juste un règlement, parce que si le règlement, je reviens avec ça, on a fait faire un règlement par un spécialiste et qu'il est bien écrit, ben de le distribuer à lui seul, c'est pas difficile. Et si on est rendu avec 40 règlements qu'on envoie une page à la fois au notaire qui doit être remis au copropriétaire, plus 67 ou 87 pages de déclaration de copropriété qu'on écrit dessus, by the way, pas tout à jour, ça devient complexe, là. Pour un règlement, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est de s'assurer qu'on reflète le plus possible en 2020 le cœur de la copropriété, qui est la déclaration de copropriété. En fait, je reformule mon commentaire. Ce que je voulais dire, puis je ne dénigre pas les copropriétaires, loin de là, c'est que parfois, les copropriétaires, ils se servent de la déclaration de copropriété quand ça fait leur affaire. C'est-à-dire, quand, par exemple, on leur interdit de faire quelque chose parce que c'est dans le règlement, là, ils vont y aller voir. Là, ils vont aller voir. Ben là, je vais aller voir pour m'assurer qu'effectivement, c'est interdit, non? Bien, tout à fait, absolument. Mais c'est sûr que ça revient à ça, c'est que s'il se réfère à une déclaration qui n'est pas à jour, on embarque dans une chicane qui aurait non lieu si on était à jour. Ça, c'est une première chose. On est à jour, ouais, et je vous l'ai dit tantôt, pour les gens copropriétés, nous, on travaille avec ça tous les jours. Vous, M. Cellier, vous êtes là-dedans tous les jours. Maître Jolicoeur les connaît, il les a tous écrits, puis il est au courant de tout. Donc, pour nous, c'est un peu plus facile. Mais pour les gens copropriétés, c'est un casse-tête. Et là, on leur donne un casse-tête qui n'est pas à jour. Fait que si je veux faire 1000 morceaux qui m'en manque, c'est sûr que je n'aurai pas de résultat qui a de l'allure. Maître Jolicoeur et Valérie, dernière question, je vous la pose individuellement, en 30 secondes chacun. Comment faire pour convaincre davantage de copropriétaires que la déclaration de copropriété dans un immeuble, c'est crucial? Maître Jolicoeur, en commençant. Ouais, regardez, il faut les amener toujours sur une base un peu économique. C'est une valeur ajoutée dans leur investissement. C'est-à-dire que on prépare les documents, on est prêt à un départ, pas pour une autre vie, mais à un départ, on veut vendre notre appartement. Les papiers sont en ordre, comme disait mon grand-père, mes papiers sont en ordre, tout est prêt, l'immeuble est en ordre, la maison est en ordre, comme on disait bien autrefois. Et ça amène une sécurité économique, financière,
une certaine sérénité. Moi, je vois mon appartement, je n'aurai pas de retour de mon acheteur par la suite parce que le voisin d'à côté fait du grand n'importe quoi, du tapage, il y a du bruit, etc. Donc, ça, c'est une sécurité financière. Et au-delà de ça, rappelons qu'une copropriété, c'est un arbre, c'est un lieu de vie. C'est un toit, c'est la sécurité. Alors, lorsqu'on a une déclaration de copropriété qui est bien rédigée, qui est surtout respectée, parce qu'on peut bien avoir une belle déclaration, mais qui n'est pas respectée, bien, on se bâtit également une qualité de vie. C'est un vrai projet de vie. Et moi, je vous dis, pour avoir un vrai projet de vie, bien, ça vaut certainement autant que d'aller en vacances. Puis rappelez-vous que c'est un coût qui est souvent réparti entre de nombreux copropriétaires. Ça ne revient pas si cher que ça, la porte. Si vous êtes 100 unités, ça coûte 10 000, bien, on s'entend que c'est une centaine de dollars. Et 100 dollars, c'est un super au restaurant. Puis encore, on ne va pas bien loin avec ça. Faut que les restaurants de ce temps-ci, c'est moins accueillant. Alors, c'est un peu ça. Voyez-le dans une globalité et non pas sur un montant, parce que vous allez gagner en bout de piste d'avoir une copropriété où on fait bien vivre dans cet immeuble-là. Ouais. Valérie, en 30 secondes, votre avis sur l'idée, comment peut-on faire comprendre aux copropriétaires à davantage de copropriétaires que la déclaration de copropriété? En fait, je vais dire quelque chose qui est très d'actualité, je suis certaine. En fait, là, une dizaine de milliers de dollars pour écrire une déclaration de copropriété, ce n'est pas tellement cher que s'il nous arrive un litige et qu'on doit aller avec les avocats devant la cour, etc., on va dépasser le budget de notre déclaration parce qu'on n'a pas fait notre travail. Oui, voilà. Investissons. Excellente conclusion. Alors, merci à mes deux invités. C'est terminé. C'est l'émission qui prend fin. Maître Jolicoeur, Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci beaucoup, Maître Jolicoeur, d'avoir été là. Bonsoir à tous. Merci. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci d'avoir été là, Valérie. Merci. Puis les gens peuvent nous suivre sur Facebook. On met plein d'affaires sur la loi et tout ça. Alors, c'est C-O-N-D-O-S-T-R-A-T-E-J-S. Et je rappelle que Maître Jolicoeur est au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. C'est important de le mentionner. Il y a une équipe dans ce cabinet, pas dédiée, on ne dit pas dédiée, mais qui s'occupe de la copropriété, une équipe très compétente. À travers la province de Québec. Il faudra qu'on ait des points de chute partout au Québec. Voilà, notamment Saint-Hyacinthe, Laval, Brossard, je crois aussi, Montréal, Québec. Évidemment. Saint-Hyacinthe, ouais. Voilà, et je vous rappelle que la prochaine émission, la semaine prochaine, portera sur l'investissement qu'on peut faire avec le fonds de prévoyance pour le faire fructifier un petit peu, là, pour aider les syndicats de propriétaires à faire un peu d'argent, à avoir un surplus. Alors donc, c'est un rendez-vous. Merci encore. À la semaine prochaine, mercredi, en direct sur la page Facebook à 19h, page Facebook de condolégal.com. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.